Ici Philippe Murat et bienvenue sur la piste électorale. Aujourd'hui, nous faisons un arrêt dans une des circonscriptions les plus achalandées au Québec et au Canada. Ville-Marie, le sud-ouest Île-des-Sœurs, c'est le cœur même du noyau urbain de la grande région montréalaise. Chaque jour, des centaines de milliers de travailleurs y affluent le matin et en repartent le soir, faisant des infrastructures de transport comme le pont Champlain un enjeu électoral. La circonscription est aussi un reflet des nouvelles réalités économiques que vivent les ménages canadiens. Certains de ses habitants résident dans des condominiums de luxe achetés à prix fort, mais ils côtoient chaque jour des itinérants qui souvent dépendent d'organisations caritatives comme l'Accueil Bono ou le Old Brewery Mission pour survivre. Ville-Marie, le sud-ouest Île-des-Sœurs, est née de la plus récente refonte de la carte électorale fédérale. Elle comprend une importante partie de l'ancienne circonscription de Jeanne Lebert. La circonscription de Ville-Marie, le sud-ouest Île-des-Sœurs, se trouve géographiquement et économiquement au cœur de la ville et de la région de Montréal. Traversée par le canal de la Chine et par l'autoroute Ville-Marie, la circonscription comprend le parc des îles Jean-Drapeau, de même que l'île des Sœurs. Elle englobe la partie la plus active du centre-ville de Montréal, alors que s'y trouvent plus d'une bonne douzaine de stations de métro, de même que de nombreux gratte-ciels. On trouve 2 établissements universitaires anglophones dans cette circonscription animés par des activités commerciales et culturelles de calibre international. C'est aussi là que sont installées 2 équipes de sport professionnels qui font l'orgueil de bien des Montréalais. Toutefois, même s'il s'agit d'un haut lieu de l'activité financière canadienne, Ville-Marie, le sud-ouest Île-des-Sœurs, est confronté à des problèmes tels que la pauvreté et l'itinérance. C'est une circonscription qui couvre beaucoup le centre-ville de Montréal, une partie vers Notre-Dame-de-Grâce, une petite partie de Westmount. Ça a été reconfiguré avec l'ancien comté de Jeanne Lebert. Donc, il y a un mélange de jeunes familles plutôt vers le sud, plutôt francophone. Quand on s'en va vers Westmount, évidemment, vers le centre-ville, c'est plutôt anglophone, assez multiethnique. C'est un comté typiquement que les libéraux veulent reprendre ou veulent prendre, en fait, parce qu'il n'existait pas. Mais ils ont eu autour de ça Jeanne Lebert déjà avec Lisa Froula il y a quelques années. Westmount, évidemment, Ville-Marie, Marc Garneau, Lucienne Robillard. C'est dans la liste numéro 1 des libéraux. S'ils veulent reprendre du terrain au Québec, c'est typiquement le genre de circonscription qu'ils doivent reprendre absolument. Mais évidemment, le NPD a déjà des assises autour. La dernière fois, le NPD avait failli battre Marc Garneau dans le comté d'à côté, qui a été aussi retouché par la refonte. Donc, en ce moment, c'est une nouvelle candidate pour le NPD, Alison Turner, qui a battu un candidat sortant, Ben Skin, qui a été battu à l'investiture. Donc, c'est donc dire qu'il y avait de l'intérêt chez les néo-démocrates, il y avait de la concurrence pour prendre ce comté-là. Mais Mark Miller, normalement, chez les libéraux, pourrait se faufiler. D'autant qu'il y a un joker dans cette course, si je peux m'exprimer ainsi, c'est Daniel Green, très connu au Québec, un militant écolo connu depuis des années. Il se présente pour le Parti vert. Ses chances de l'emporter, franchement, me paraissent assez minces. Par contre, logiquement, M. Green devrait prendre des votes au NPD, plus que chez les libéraux ou les conservateurs, qui sont un facteur assez nul dans cette élection. Alors, M. Green pourrait favoriser le passage, la faufilade du candidat libéral. Et on va échanger avec les étudiants qui aimeraient apprendre davantage sur le plan concret du NPD. Alors, je me suis posé la question, dans un premier temps, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux contribuer pour changer le gouvernement actuel? Parce que ce qui m'a inspiré, c'était l'érosion de la démocratie au Canada, l'absence de transparence du gouvernement actuel, l'outrage que le gouvernement actuel et M. Harper démontrent envers les différentes instances où on est censé d'habiter dans une démocratie avec une Cour suprême, avec un checks and balances, un système où chaque institution est là pour une raison. Alors que tout le pouvoir est rendu au bureau du premier ministre. C'est très dangereux, cette situation. À part de ça, il y a la situation de l'environnement. Il y a une absence de volonté de protéger notre environnement et de remplir nos engagements internationaux sur le plan environnemental. Et le NPD répond à ces 2 enjeux et aussi répond à toutes les autres questions principales qui touchent l'économie en général. Et alors, pour revenir à votre question, la raison pour laquelle je pense que j'ai voulu me battre pour l'investiture et maintenant pour être élu pour cette belle circonscription,
c'est parce que je pense que j'ai une expérience professionnelle, domestique ici à Montréal et internationale, qui est très importante et qui peut contribuer à un meilleur Canada. Si on parle de la raison pourquoi j'ai choisi de me présenter avec les conservateurs, bien en fait, parce que je suis conservateur, il y a beaucoup de gens ici au Québec qui ont exactement les mêmes valeurs que le Parti conservateur, mais pour raisons X, Y et Z, ils n'ont jamais dit « je suis conservateur », mais j'essaie de vous convaincre de sortir du placard. Moi, je suis quelqu'un j'ai une feuille de route. Avant que j'ai été élu, j'ai vu qu'il y avait des problèmes dans mon quartier. Il y avait un été, il y avait plein de cambriolages. J'ai parti une association des résidents. Maintenant, 8 ans plus tard, je ne suis plus le président parce que j'ai élu, mais il y avait 400 personnes à notre journée épluche de blé d'Inde. Moi, j'ai parti ça. Et dans le cadre de ça, quand j'étais toujours président, il y avait un parc pour les 0 à 5 ans dans le quartier. C'était dans un état pitoyable. Moi, j'ai communiqué, j'ai créé un consensus avec les maires et les pères du quartier. J'ai présenté ça à l'arrondissement. J'ai dit, c'est ça qu'on a besoin. Et très rapidement, on a changé ça. Quand j'étais président de ça, j'ai vu qu'il y avait une table de concertation locale et qui était vraiment sur ses derniers droits. Et moi, je me suis impliqué comme vice-président, bénévole, moi et 2-3 autres personnes clés. On a vraiment mis le table de quartier, concertation quartier, interaction Peter McGill en vie. Et maintenant, c'est un modèle. Merci, on se reparler. Bonne chance. Thank you. On continue. Oui. Allez voter. Ah oui, ben oui. Allez voter, il faut voter. Le candidat libéral, Mark Miller, est un proche du chef Justin Trudeau. Il a fait le saut en politique justement pour aider cet ami pour qui il a une grande estime. Je suis entré en politique pour l'épauler comme un ami, comme je le ferais pour quiconque qui se présente. Il a été jeté au loup dans Papineau, puis c'est quelque chose qui l'a pris à cœur, puis j'étais content de l'épauler. J'avais une job à temps plein dans le temps, et j'ai essayé de faire ma part, mais c'est lui qui m'a convaincu, plutôt par son éthique de travail, tout simplement, puis sa façon de procéder, sa façon de revitaliser le parti, de devenir candidat. Je ne l'aurais pas fait pour n'importe qui, mais je l'ai fait aussi pour mes raisons personnelles. Je veux faire une différence dans ma ville que je connais, que j'aime, où j'ai rencontré ma femme, où on élève nos enfants. Donc, Justin fait ça fait une grande partie de ma prise de décision, mais c'est plutôt la façon de rebâtir le parti et notre plan qui m'a convaincu en finale d'être candidat, parce que j'aurais pu aider de plein d'autres façons. Donc, de me lancer, de sacrifier ma carrière, c'était une prise de décision qui a été prise en famille. Et donc, ouais, c'est pour ça que je me présente. Nous, on espère d'avoir au moins 5-6 verts. Et on va travailler avec le NPD, les libéraux dépendants qui forment le gouvernement. Monsieur Green, il semble que cette candidature, ce soit l'aboutissement d'un long cheminement pour vous. Bien, effectivement, écoutez, je connais très bien le comté. J'y suis né, vécu, j'ai travaillé dans le comté. Je connais, j'ai marché toutes les rues de ce comté. Et donc, je connais très bien le sud-ouest, tant du côté terrestre même que du côté fluvial, parce que j'ai échantillonné les eaux du canal de la Chine, du fleuve Saint-Laurent. J'ai échantillonné les sites dangereux dans le comté. Alors, je connais très bien les problématiques environnementales du comté. Mais je connais aussi une autre problématique du comté, c'est la pauvreté. C'est le manque de logement social. C'est l'itinérance, entre autres l'itinérance inuite. On a une population de Premières Nations qui sont littéralement réfugiées dans leur propre pays. Alors, c'est des considérations sociales aussi qui m'interpellent dans le comté. Le Bloc québécois est le seul parti qui s'oppose à cela. Mais ça nous sert à quoi de voter pour le Bloc québécois dans une campagne fédérale? Pour être vraiment honnête. Oui. Je vais être honnête avec vous. Depuis qu'on n'a pas de représentativité au niveau du fédéral, on a perdu beaucoup. Le message le plus important dans cette campagne électorale-là, c'est de donner la voix au Québec, que le Bloc soit vraiment fort au niveau de toute la province de Québec pour pouvoir défendre les vrais intérêts des Québécois et des Québécoises.
C'est ça, le vrai message qu'on donne, c'est que on est là, nous autres, pour vraiment défendre les intérêts des Québécois. Les autres, ils défendent le Canada, puis on est souvent oubliés là-dedans, les Québécois. Il faut toujours cogner à la porte, il faut toujours dire, bon, là, le Bloc québécois, il n'était pas représenté présentement. Maintenant, si on veut aller chercher ce qu'on a perdu, il faut vraiment que le Bloc québécois rentre fort. I'm not here to try to convince you to vote for me. As you can see, I wasn't born yesterday. C'est la troisième fois que je suis candidat dans cette circonscription, la troisième fois de suite. Et chaque fois, je pose des pancartes qui rappellent aux gens qu'Israël fait des choses pas correctes. Parce que vous savez, quand on est candidat, on a le droit de poser des pancartes. Moi, j'ai choisi le centre-ville, pas pour me faire élire, mais parce que c'est le meilleur endroit pour poser des pancartes sur la rue Sainte-Catherine, gratuitement, pendant la campagne électorale. Malheureusement, la ville et certains citoyens les enlèvent, les arrachent, parce qu'ils dérangent. Je pose des pancartes qui disent « Cessez l'appui canadien à l'apartheid israélien ». Et les sionistes, ils n'aiment pas trop ça. Mais c'est pour ça que je suis candidat, pour injecter un peu de pensée, au lieu de juste de la peur, comme M. Harper essaie de faire dans les élections. Bien, Montréal, en général, est un immense chantier, là, représenté par les fameux cônes oranges, là, qui est devenu l'espèce de symbole de la ville, malheureusement. Et s'il y a un endroit en particulier où il y a une concentration de problèmes routiers, de congestion, c'est effectivement cette circonscription. On n'est pas très loin des échangeurs, du nouvel échangeur, du nouveau pont aussi. L'île des Sœurs est évidemment entre tout ça. Alors oui, il y a des problèmes majeurs de circulation et comme il y a de plus en plus de gens qui habitent aussi dans ces secteurs, ça crée de la congestion. C'est un enjeu, ça, de toute évidence. Moi, j'étais sur la commission à la ville de transport et travaux publics. Moi, je pense que quelque chose qui est le plus important question, enjeu pour Montréal, et on n'en discute pas assez, c'est le transport. L'accès au centre-ville pour les étudiants qui veulent étudier dans nos 3 universités, pour les presque 300 personnes qui travaillent, pour ceux qui viennent ici comme visiteurs, ceux qui viennent pour les affaires culturelles. Le centre-ville en a tout, mais il manque l'accessibilité au centre-ville. Et ça se manifeste dans la compagnie qui veut ouvrir comme un autre centre-ville dans la ville de Montréal. Eux autres, ils disent que les Montréal veulent avoir ces services, mais ils n'ont pas accès, ils ne vont pas au centre-ville. Donc, ils veulent recréer un centre-ville, mais au coin du 15 et 40. Moi, je pense que... Moi, j'ai rien contre ces affaires. Ce sont des hommes d'affaires qui veulent faire ça. Mais pour moi, c'est flagrant que le centre-ville a besoin d'une meilleure accessibilité. La position du NPD, c'est de ne pas avoir de péage. On veut garder l'accessibilité du pont Champlain, comme les autres ponts. On ne veut pas qu'un pont soit un pont avec péage et les autres non. Ça va causer beaucoup d'embouteillages et ça va augmenter la circulation sur les autres ponts. Ça va avoir un impact différent sur différents secteurs de la population, celles qui ne peuvent pas payer le péage et celles qui peuvent. Alors, pour nous, c'est important d'avoir un traitement universel et l'accessibilité de ce pont. En plus, il y a aussi la question du PPP, qui est l'arrangement par lequel le pont est financé. Et il faut, parce que jusqu'à maintenant, tout est secret, les termes et modalités de ce contrat avec le consortium est secret. Je veux savoir c'est quoi le contenu de ce contrat pour s'assurer que l'intérêt public est mis de l'avant et non juste les intérêts du privé, du secteur privé. Je pense que comme député fédéral, je peux m'assurer ou je peux m'engager très facilement et avec beaucoup d'énergie de s'assurer que les échéances sont respectées pour le pont Champlain, de s'assurer qu'on reste en budget, mais encore plus de s'assurer que l'intérêt public est protégé par l'arrangement qui existe. Pour s'assurer qu'on n'est pas 20 ans ou 30 ans plus tard avec une dette énorme à propos de certains travaux d'entretien qu'il faut faire. Alors, je suis quelqu'un de long terme, de vision de long terme, comme le parti NPD, et c'est avec cette optique que j'approche la question, le dossier du pont Champlain.
comment est-ce qu'on pourrait résoudre les problèmes de bouchons à Montréal? Bien, premièrement, en offrant plus de transports en commun, particulièrement en ce qui concerne l'axe Rive-Sud, Rive-Nord. C'est un problème. Ça, c'est pourquoi qu'on espère que avec la reconfiguration et la reconstruction du nouveau pont Champlain, qu'il y a un transport rail électrique léger, rapide, continuel, automatisé, pour vraiment qu'il y ait une offre alternative à l'auto. Les analyses de l'air faites par Environnement Canada démontrent qu'ici, dans le quartier, lors des heures de pointe, dépendant de quel bord souffle le vent, la qualité atmosphérique dans le quartier vraiment est mauvaise, particulièrement pendant les journées de smog. Alors donc, les poumons des électeurs dans le sud-ouest sont affectés par l'automobile. Alors, il va falloir réduire l'affluence automobile. Là, actuellement, avec la proposition pour abaisser l'échangeur Turcot et abaisser la Ville-Marie, ça va augmenter la pollution de l'air dans le quartier. Donc, il va falloir faire deux choses. Il faut diminuer les autos et augmenter l'offre du transport en commun pour éviter Et il faut que ce transport en commun soit électrique pour éviter que les gens du comté souffrent de problèmes respiratoires. C'est une question de santé publique. Est-ce que des députés du Bloc québécois peuvent réellement piloter des dossiers comme ça et les faire aboutir? Oui, tout à fait. Écoutez, si le Québec est fort et représenté avec le Bloc québécois, oui, on est capable d'avancer des choses et de dire, bon, le pont Champlain, on l'a payé presque 3 fois là, en rénovation, puis avec tout ce qui a trait au pont, tout ça. Et puis, non, on n'est pas d'accord avec le poste de péage. Le fédéral doit payer sa part. On paye nos impôts, on les envoie à Ottawa, et Ottawa doit payer pour le pont Champlain. La pauvreté dans certains quartiers de la circonscription et par ricochet l'itinérance et le logement social sont aussi au nombre des enjeux de la campagne dans Ville-Marie, le sud-ouest Île-des-Sœurs. Monsieur Miller, dans votre circonscription, il y a des gens bien nantis et il y a des gens qui sont pauvres. Parlez-moi des mesures que vous voulez mettre de l'avant pour sortir les gens de la pauvreté. On a un plan très ambitieux à ce niveau-là, surtout pour ce comté qui compte près de 40 de logements sociaux pour les logements quand on parle de la Petite-Bourgogne, quand on parle de Pointe-Saint-Charles et certaines parties de Saint-Henri. On a un plan historique d'investissement en infrastructure de 60 milliards pendant les 10 prochaines années, un volet duquel est dédié uniquement au logement social, qui a besoin de réflexion dès maintenant. Ce 20 milliards, pendant 10 ans, ça va faire la différence dans la vie des gens en investissant massivement dans l'infrastructure qui existe et que vous allez voir tantôt. On a aussi des mesures immédiates. On va réformer l'allocation familiale, qui va enlever les chèques des millionnaires qui reçoivent une allocation pour leurs enfants, ils n'en ont pas de besoin. On va les donner à ceux qui en ont le plus besoin. Ici au comté, il y a beaucoup de familles monoparentales, puis c'est eux qui ne rejoignent pas les deux bouts. Ça va faire une différence nette dans la vie des gens. On a aussi l'allègement du fardeau fiscal, la classe moyenne, c'est-à-dire les gens qui gagnent grosso modo entre 40 000 et 89 000. Ils vont voir leur fardeau diminuer de 7 % au fédéral. Toutes ces mesures-là visent à faire la vie un peu plus facile à ceux qui essaient de rejoindre les deux bouts. On a vu une étude indépendante de la Bibliothèque du Parlement qui nous informe que 315 000 enfants sortiront en dessous du seuil de pauvreté avec notre réforme. On est très fiers de ça. Puis ça, c'est une différence qui va être très, très importante dans les villes comme Montréal, comme Toronto, comme Vancouver, comme Calgary, comme Halifax, où il y a ce problème tangible. La question du logement social et le logement abordable est une question qui touche énormément cette circonscription. Il y a Pointe-Saint-Charles, il y a Saint-Henri, où le taux de logement social va jusqu'à 40 % de la population. C'est un enjeu énorme. Le NPD veut adopter une loi pan-canadienne sur le logement abordable. On a tenté de faire ça dans le passé. Ça n'a pas fonctionné. On veut vraiment avoir une loi qui protège le droit
à un logement sécuritaire où les gens peuvent vivre en dignité. Madame Turner, il y a un problème criant dans votre circonscription et c'est l'itinérance, les gens sans abri. Qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner ce problème? Ce qu'on peut faire, c'est de travailler avec les partenaires locaux, comme le Welcome Home Mission, comme Oldbury Mission. Il y a 3 ou 4 endroits qui fournissent des services pour les gens sans abri. Alors, il y a un système en place déjà, parce que j'ai suivi, en fait, le progrès de ces différents centres. Et il y a un système en place, mais ça ne veut pas dire que ça répond à toute la question. Mais il y a des efforts locaux, dans, par exemple, Oldbury Mission, qui met en place un système pour minimiser la dépendance sur ces centres pour les personnes sans abri. Il faut que le gouvernement travaille en partenariat avec ces centres et s'assurer le plus possible qu'ils ont les moyens d'arriver et de remplir leur mandat. Alors, je m'engage de faire le plus possible parce que c'est un problème énorme ici à Montréal, surtout dans notre circonscription. Je m'engage de faire le plus possible dans mon pouvoir, si élu, de s'assurer que ces centres-là ont le plus de fonds possible pour remplir leur mandat. Monsieur Shanahan, dans votre circonscription, il y a un problème de différence, d'écart entre les riches et les pauvres qui est assez criant. Est-ce qu'il y a moyen d'atténuer cet écart-là, de le réduire un peu? Et problème, j'ai un problème avec le mot problème. Il y a un problème avec des gens qui manquent des ressources, qui manquent des choses. Mais ceux qui ont les moyens, c'est pas un problème. C'est ça doit être le normal. Il faut s'occuper des gens qui, malgré le fait qu'ils sont à côté à la centre-ville, malgré le fait qu'ils sont juste à côté des gens qui se promènent en Maserati, eux autres, leurs enfants, ne vont pas à l'école avec des manteaux d'hiver, pas de bottes, pas de gants. Moi, j'habite le quartier, je connais très bien le quartier. Donc, il y a des enjeux. Et c'est pour moi une question des gens qui n'ont pas accès ou ne croient même pas qu'ils ont accès à l'économie qui est juste de côté. Écoutez, si vous restez dans les coins les plus pauvres, les gens qui connaissent Montréal, entre le Home Depot et le marché Atwater, il y a énormément de pauvreté là-bas. Mais juste à côté, il y a plusieurs cégeps, 3 universités, toutes sortes de choses où les gens, les Canadiens et Canadiennes, des institutions qu'on utilise pour accéder à la classe moyenne, pour avoir un emploi, pour avoir la connaissance, pour avoir des habiletés à se prendre en main. Mais il y a une portion énorme de cette population qui, même s'ils sont juste là, ils n'ont pas besoin de prendre un autobus, ils n'ont pas besoin d'une voiture. Ces institutions-là sont là, mais ils ne sont pas capables d'accéder. Et ça, c'est une question de grande importance. Et moi, étant quelqu'un qui habitait le quartier depuis des années, je connais ces enjeux-là. Et moi, je veux m'assurer que tout se mette en place. C'est bien important de comprendre que le Parti vert, maintenant, est quasiment défini comme le parti de la nouvelle gauche canadienne. Et je dis ça parce que nous, on propose, par exemple, le concept d'un revenu minimum garanti, financer à même une taxe sur le carbone. Alors, une redevance sur le carbone, donc on fait payer les pollueurs et on aide les pauvres en même temps. Donc, c'est une vision très de gauche qu'on propose. On propose la création de Pharma Canada pour réduire les frais de médicaments avec le pouvoir d'achat du Canada pour faire de sorte qu'une population vieillissante ait accès à des médicaments gratuits ou à très faible prix. On parle de la gratuité scolaire. Il y a des pays, la Suède, l'Autriche, qui ont la gratuité scolaire post-secondaire. Alors, c'est quelque chose qui fait partie des valeurs vertes. On ne va pas s'en sortir comme pays si on n'a pas une population éduquée. Alors donc, non seulement qu'on propose la gratuité scolaire post-secondaire, donc université-collège, mais on propose même de mettre un plafond sur la dette étudiante existante à 10 000 $ qui serait remboursée sans intérêt. Alors, c'est des mesures sociales très intéressantes. L'enjeu principal, c'est l'économie. Je pense que depuis très longtemps, l'économie ou le secteur des petites et moyennes entreprises a été négligé.
par les gouvernements conservateurs et libéraux. Je pense qu'il faut vraiment changer de focus et de ne pas se concentrer uniquement sur l'industrie pétrolière, mais d'aller vers les petites et moyennes entreprises pour s'assurer qu'ils peuvent avoir plus de profit pour pouvoir éventuellement créer des nouveaux emplois. On sait que 80% des nouveaux emplois, qui est un enjeu qui touche tout le monde dans la société, vient des petites et moyennes entreprises. Alors, c'est là où le NPD a un plan concret et spécifique pour stimuler l'économie chez les petites et moyennes entreprises. Comment vous vous sentez de pouvoir faire campagne avec votre conjoint tout près de vous, comme ça? C'est trop de marques des fois, mais... Ouais. Non, mais ça va. Oui, elle me voit trop, puis elle me voit pas assez en même temps. Donc, ouais. Ça peut être frustrant. Je travaille dans un gros cabinet juridique et ça peut être intensif aussi. Donc, le va-et-vient est assez similaire, mais ici, j'ai les résidents de Montréal à cœur. C'est ma passion que je poursuis. D'accord. Vous étiez une femme de carrière. Vous l'êtes toujours, j'imagine? Oui, j'ai travaillé avant, hors de la maison, oui. J'étais diplomate pour la Suède, en fait. Et dans quel pays avez-vous été diplomate pour la Suède? En Colombie, à New York, auprès des Nations Unies, et ici au Canada aussi, à Ottawa. Et comment vous vous êtes rencontrés? Ici. Ici à Montréal, oui. Une fête. Oui, à l'Université de Montréal. Ouais. J'ai fait un an d'échange avec mon université en Suède. Elle finissait son bac en droit, en fait une maîtrise, et moi je finissais ma maîtrise en Sciences Po. Et puis on s'est rencontrés à une fête, en fait, tout simplement. Ouais. Et là maintenant, vous semblez être vraiment des partenaires. Oui. Ben, c'est pas tous les jours, là. Il y a des hauts et des bas. Ouais. Mais d'avoir quelqu'un de complice, c'est très important pour moi. Elle m'attaque sur des points de politique de notre parti à chaque jour, donc je suis prêt pour vous. J'ai été menacé que si on n'avait pas une position assez importante sur l'environnement, il y aurait de la difficulté chez nous. Donc, je suis content qu'on en ait une qui est assez ambitieuse. Donc, Au niveau de démocratie aussi, on propose une proportionnelle au niveau électoral pour faire de sorte que chaque vote va compter. Alors, on est dans les premiers partis. Il y a quasiment 10 ans qu'on propose la proportionnelle comme une alternative au système actuel où un parti peut gouverner le Canada pendant 4 ans avec moins de 35% des voix. C'est pas la démocratie. Alors donc, on a un mélange de mesures sociales, de mesures démocratiques, de justice sociale, d'équité, qui fait que le Parti vert aimerait que les autres partis volent nos idées. En terminant, je vous propose d'écouter la complainte électorale du candidat communiste William Sloan. Cette chanson de son cru s'adresse au premier ministre sortant. TV messing up our country now, far too many years. Hide behind religion while it playing on our fears. Oil men are richer while it taking us to war. Bankers making money like they never have before. Go, Harper, go, time for you to travel. Go, Harper, go, time for you to pack.